Bonjour à tous, chapitre 3, mélange et dissolution. Pour commencer le plan du cours, en 1, on verra les mélanges de liquides avec la notion de miscibilité des liquides et la notion de mélange homogène ou hétérogène. En deuxième partie, on verra les dissolutions de solides avec le phénomène de dissolution, un petit point sur le vocabulaire adapté pour décrire les solutions et un petit point sur la notion de solubilité. Et en troisième partie, on verra la dissolution des gaz dans les solvants avec la solubilité du gaz dans l'eau et un test caractéristique pour déterminer la présence de dioxyde de carbone. Grand 1, les mélanges de liquides. Pour commencer, un petit peu d'histoire. En 1762, le physicien Benjamin Franklin, l'américain, a déposé une goutte d'huile à la surface d'un lac. Alors qu'est-ce qui s'est passé lors de cette expérience? Quelque chose d'assez étonnant. Vous avez ici à gauche la photo du lac sur laquelle il a déposé une goutte d'huile, et puis vous avez à droite ici la photo d'une grande tache d'huile. En fait, cette grande tache d'huile, cette grande flaque, ça correspond à une immense flaque très fine qu'il a obtenue avec une seule petite goutte d'huile qu'il a déposée exactement à cet endroit-là. Alors pourquoi est-ce qu'il obtient ça? Tout simplement parce que l'eau et l'huile ne peuvent pas se mélanger. Donc l'huile va avoir tendance à se répartir le plus également possible sur toute la surface de l'eau sans jamais pouvoir rentrer à l'intérieur de l'eau, sans jamais pouvoir se mélanger à l'eau. Donc ça c'est une première expérience. Et puis deuxième expérience que vous connaissez très bien, si on verse un verre d'eau sur un sirop de framboise pur ou n'importe quel sirop, tout le sirop va bien se mélanger à l'eau pour donner un mélange de sirop de framboise de couleur plus claire. Vous avez à gauche ici le verre de sirop pur, puis vous avez ici un verre d'eau, j'ai simplement versé le verre d'eau dans le verre de sirop pur, et vous voyez qu'on obtient une belle solution, on obtient un beau verre de sirop de framboise comme vous pourriez faire chez vous sans aucun problème. Donc vous voyez que là, on a deux exemples de mélanges complètement différents. De ces deux expériences, on va conclure d'abord que l'eau et l'huile ne se mélangent pas et on dira que ce sont des liquides qui sont non miscibles. Miscible, ça veut dire qu'il peut se mélanger. L'eau et l'huile ne peuvent pas se mélanger, donc on dit qu'ils sont non miscibles. Et puis, à l'inverse, on va conclure que l'eau et le sirop se mélangent, donc l'eau et le sirop sont deux liquides miscibles. Si on va un petit peu plus loin, on va utiliser le terme d'hétérogène ou d'homogène pour décrire ce que c'est que ces mélanges. Un mélange hétérogène, c'est ce que j'ai sur la photo ici. C'est un mélange dont on va bien pouvoir distinguer à l'œil nu au moins deux des constituants. Si je regarde ici, j'ai simplement de l'huile en haut sur de l'eau en bas. Vous voyez bien la limitation entre les deux liquides parce que ces deux liquides ne peuvent pas se mélanger. Alors ce qu'on obtient là, c'est ce qu'on appelle un mélange hétérogène. Conclusion, deux liquides non miscibles forment toujours un mélange hétérogène. À l'inverse, un mélange homogène, c'est un mélange dont on ne distingue pas les différents constituants à l'œil nu. Et des mélanges homogènes, vous en connaissez beaucoup. Le lait, par exemple, c'est un mélange très compliqué de dizaines de molécules, de dizaines de constituants différents. Il y a de la graisse, il y a différents types de protéines, il y a des vitamines, il y a des minéraux, il y a de l'eau, il y a beaucoup de choses. Simplement à l'œil nu, tout ça, ça a l'air d'être noyé dans la même solution et on ne peut pas distinguer les différents constituants. Pareil pour le sirop de menthe ici ou pour le thé. Ce sont des constituants compliqués, ce sont des mélanges compliqués, mais on ne peut pas distinguer leurs différents constituants à l'œil nu parce que les différents constituants se mélangent parfaitement. Conclusion, deux liquides miscibles forment toujours un mélange homogène. Grand 2, les dissolutions de solides. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on plonge une petite quantité de solide dans les liquides? Eh bien, vous savez par expérience, quand vous le faites avec un morceau de sucre ou avec du sel pour faire des pâtes, par exemple, que ces solides-là, ils vont avoir tendance à se dissoudre. Se dissoudre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ils vont changer de forme, ils vont se désagréger pour se répartir de manière complètement homogène et parfaitement répartie dans la totalité du liquide. Quand on fait ça, on obtient un mélange homogène liquide. C'est ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est ce que vous pouvez représenter par ce schéma ici. Ici, on a un petit monticule d'une molécule chimique, d'une poudre chimique qui est complètement violette. Alors, on le fera peut-être en travaux pratiques, en expérience. Ça peut être un colorant, ça peut être une autre espèce chimique, le permanganate de potassium.
En tout cas, ici, j'ai une poudre. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Je vais simplement verser de l'eau depuis ce bécher sur cette poudre. Et puis, cette poudre va se dissoudre, va se répartir parfaitement à l'intérieur de mon liquide. Et j'obtiens une solution violet pâle, translucide, un mélange parfaitement homogène et liquide. Pour aller plus loin dans le vocabulaire des solutions, déjà, ce que c'est qu'une solution? Eh bien, une solution, c'est ce qu'on obtient quand on va dissoudre une petite quantité de solide dans une grande quantité de liquide. À ce moment-là, le liquide qui est en grande quantité, on appelle ça un solvant. Et le solide qui est en petite quantité, on appelle ça un soluté. Un exemple, l'eau de mer, c'est une solution que vous connaissez tous. L'eau, c'est le solvant, et le sel de mer, c'est le soluté. Qu'est-ce qui se passe si je fais s'évaporer de l'eau de mer? Ben, je vais faire cristalliser, je vais faire apparaître du sel de table, du sel de mer. En fait, c'est la preuve que ce sel était déjà présent à l'intérieur de l'eau de mer sous forme de solution. Et pour aller plus loin, on va parler de la notion de solubilité. Soluble, ça veut dire qu'un solide peut être dissous dans un solvant. Par exemple, le sel de table est soluble dans l'eau. Vous allez pouvoir dissoudre du sel dans l'eau. Par contre, si vous essayez de faire cette expérience dans l'alcool, dans l'éthanol ou dans l'huile, ben vous vous rendrez compte que le sel est insoluble dans l'alcool ou dans l'huile. Il n'y a que dans l'eau qu'on peut le dissoudre. Donc, un soluté, il peut être soluble dans un solvant et ne pas l'être dans un autre. La solubilité d'un solide, on va définir ça comme étant la masse maximale de solide qu'on peut dissoudre dans 1 litre de solvant. Exemple, si je prends toujours le sel, sa solubilité dans l'eau, elle est de 358 grammes par litre. Donc j'ai ici sur la photo 3 béchers qui contiennent à chaque fois 50 millilitres d'eau. Par un calcul rapide, 50 millilitres d'eau, ça veut dire que je vais pouvoir, avec cette notion de solubilité, je vais pouvoir dissoudre au maximum à peu près 18 grammes de sel dans ces 58 millilitres d'eau. Donc ici, vous avez la photo de ces 50 millilitres d'eau dans lesquels on a dissous 10 grammes de sel. On a rajouté 10 grammes de sel, on a agité et vous voyez qu'il n'y a plus aucune trace de ce sel. Il est parfaitement dissous dans l'eau ici et donc on obtient une solution de sel dans l'eau. Ici, c'est quand on a rajouté 15 grammes de sel. Donc là, je suis à 15 grammes de sel au total. Et donc, j'ai une eau qui est fortement salée. Mais encore une fois, j'ai une eau qui est parfaitement limpide, parfaitement claire. Et je ne distingue aucune trace du sel. Je suis en face d'un mélange homogène. Par contre, ici, ça c'est quand on a voulu ajouter 20 grammes de sel. Mais je ne peux pas dissoudre 20 grammes de sel. La masse maximale que je peux dissoudre, c'est 18 grammes de sel. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ces 18 grammes de sel, ils vont se dissoudre dans l'eau et que les 2 grammes restants, 20 moins 18 égale 2, les 2 grammes qui restent, eh ben ils restent au fond du bécher, impossible de les dissoudre dans l'eau. À ce moment-là, ici on a des cristaux de sel purs et au-dessus on a une eau qui est tellement chargée en sel qu'elle ne peut plus dissoudre un seul milligramme supplémentaire de sel. On appelle ça une solution saturée en sel. Grand 3, les dissolutions de gaz. Il n'y a pas que des solides qu'on peut dissoudre dans les solvants, dans l'eau. Il y a aussi des gaz. Première question, à votre avis, comment les poissons respirent-ils sous l'eau? Évidemment, s'ils arrivent à respirer sous l'eau, ils respirent en respirant de l'oxygène. Ça veut bien dire que cet oxygène, il est dissous dans l'eau. C'est la preuve qu'on peut dissoudre et il faut nécessairement qu'il y ait une petite partie de l'oxygène de l'atmosphère qui arrive à passer à l'intérieur de l'eau, qui arrive à être dissous dans l'eau. On considère qu'une eau de rivière, à peu près 15 degrés Celsius, elle contient environ 12 mg d'oxygène par litre. Et c'est grâce à ces 12 mg d'oxygène par litre que les poissons, en faisant circuler cette eau dans leurs branchies, peuvent récupérer cet oxygène et peuvent vivre. Alors il n'y a pas que l'oxygène qu'on peut dissoudre dans l'eau, il y a aussi le gaz carbonique. Le gaz carbonique, c'est ce gaz qui est dans les boissons gazeuses, dans l'eau pétillante. Ici, vous voyez ce qu'on obtient quand on verse une eau
pétillante dans un verre, vous voyez qu'il y a une myriade de petites bulles de gaz carbonique qui apparaissent. Cette eau, elle est naturellement pétillante, elle a peut-être même été renforcée en gaz carbonique, mais il y a tellement de gaz carbonique qui est dissous à l'intérieur de cette eau que rien qu'en la perturbant un petit peu, hop, il y a une petite bulle qui apparaît et il y a un petit peu de gaz carbonique qui arrive à s'échapper. Ce gaz, il vient pas de nulle part, il est dissous dans l'eau. Environ 150 mg de gaz carbonique par litre d'eau pétillante. Et on peut prouver qu'il s'agit de gaz carbonique parce que on a un liquide qu'on appelle l'eau de chaux. Si on fait barboter du gaz carbonique, du gaz issu d'une bouteille d'eau pétillante, si on le fait barboter dans de l'eau de chaux, on va voir que cette eau de chaux, qui au début était limpide, était complètement transparente, elle fait apparaître un précipité blanc, elle va se troubler. Eh bien ça, c'est le test caractéristique du gaz carbonique. Quand on fait barboter un gaz à travers de l'eau de chaux et que cette eau de chaux se trouble, on sait que le gaz, c'est du dioxyde de carbone, c'est du gaz carbonique. Voilà, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ces notions-là en expérience, en travaux pratiques. À la prochaine pour les exercices.